Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai comme invité la personne que vous connaissez déjà très très bien, Andrei Kozovoï, l'historien qui travaille à l'université de Lille et qui a derrière lui la publicité d'un livre qui s'appelle Le Livre noir de Vladimir Poutine, qui vient de sortir. Voilà, ça c'est son exemplaire. J'ai aussi le mien qu'il m'a offert il y a une semaine, il y a 10 jours, Gracieusement, oui. avec, Oui. avec la dédicace dans laquelle il a participé. André, dis-nous 2 mots sur ce livre. Oui, en quelques mots simplement. Donc, c'est un livre qui est sorti le 10 novembre dernier, donc c'est tout récent. C'est déjà un gros succès de librairie, hein. Ça se vend très très bien. C'est, si vous voulez, un bilan réalisé évidemment qui sera appelé à être complété, hein, de tout ce que l'on sait sur Vladimir Poutine, hein. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Vladimir Poutine sans jamais oser le demander en quelque sorte. Qui est réalisé donc sous la direction d'historiens qui sont très connus, Stéphane Courtois notamment, qui est l'auteur du Livre noir du communisme pour l'ancienne génération. Le Livre noir du communisme en 1997, c'était un best-seller mondial, international, qui faisait le bilan des crimes du communisme, des répressions, etc. Donc, et évidemment, ça a inspiré énormément de bouquins avec des titres similaires. Voilà, donc j'étais vraiment très fier de participer à ce livre. J'ai rédigé 2 chapitres pour ce livre. Il y a d'autres historiens très connus comme Cécile Vessier, François Stom, etc., 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 qui parlent de différents aspects de la politique poutinienne. Voilà. Et j'ai, en tant que spécialiste un petit peu des services secrets, j'ai été invité à rédiger 2 textes sur Poutine en tant que tchéquiste et puis le fiasco de l'opération spéciale, entre guillemets, en Ukraine. Pourquoi ce fiasco? Notamment en raison d'une intoxication par les services secrets russes. Ok. Et on va mentionner aussi Gala Ackerman, qui est Absolument, oui, co-autrice bien sur. sûr. Ouais, ouais, Gal Ackerman, à qui l'on doit entre autres Le Régiment immortel, un bouquin vraiment important sur la propagande dans la Russie poutinienne. Ok. Donc, on le recommande chaudement, effectivement, à tous nos spectateurs. Bien évidemment, ils peuvent aussi acheter tous mes livres qui sont derrière moi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas une concurrence, en fait. C'est une Ah non, mais le dernier, tu me l'avais complémentarité. offert. Voilà, tu me l'avais offert en avant-première. On se renvoie à l'ascenseur et je l'ai reçu avant tout le monde et j'ai pu en profiter avant tout le monde. C'est vraiment un excellent livre aussi sur les origines de la guerre en Ukraine et les perspectives, évidemment, ce qui nous attend. Ok. La conversation d'aujourd'hui, on a décidé avec André de la consacrer à l'apprentissage des langues étrangères parce que beaucoup de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui nous regardent à la télé, parce que bien évidemment aussi, pour la petite anecdote hein, sur le livre noir, on l'a fait aussi sa promotion sur BFM ensemble il y a une semaine quand André est venu avec Stéphane sur le plateau de BFM et après on l'a bien arrosé avec la vodka derrière avec nos amis de BFM. C'était une soirée formidable. Il y a eu qui a créé des jaloux même dans les coulisses de BFM parce que tout le monde n'a pas pu y assister. Voilà, donc en fait c'est mémorable. Et puis avec André, on a passé aussi une petite bouffe très amicale dans le 13e arrondissement chez nos amis chinois et asiatiques. Donc voilà, donc on en profite quand même à chaque fois que André vient à Paris ou moi je viens à Lille de se rencontrer, de faire autre chose que de faire des conférences et de parler d'une manière ennuyeuse des histoires de l'URSS. Enfin, je rigole bien évidemment parce qu'on n'est jamais ennuyeux. Et Il y a bon, donc une question qui est, ouais, une voilà. question qui est vraiment importante à mon avis, qui n'est pas souvent abordée dans les vidéos des spécialistes de la Russie ou de ceux qui parlent de la guerre en Ukraine aussi. C'est tout ce qui concerne la politique des langues. Or, les langues, je suis quand même enseignant à la section de russe la faculté des langues de l'Université de Lille. Je suis bien placé pour en parler. C'est un peu bon, voilà, je vais prêcher pour ma paroisse. Et d'ailleurs, ceux qui souhaitent apprendre le russe, je le dis tout de suite, on a un service d'apprentissage par correspondance, n'est-ce pas, qui s'appelle le SEAD. Et donc, je vous invite tous à vous inscrire par ce biais-là pour vous initier au russe si ça vous intéresse. Mais pour en venir à notre question, donc la question des langues est tout à fait essentielle puisque c'est notamment parce que Poutine a fait circuler, a nourri plutôt des rumeurs sur le fait qu'on interdirait l'usage du russe en Ukraine, qu'une partie de la population russophone
dans l'est de l'Ukraine s'est braqué et qu'il a pu obtenir ce soutien un peu passif parfois, mais quand même un vrai soutien de cette population du Donbass à partir notamment de 2014, à partir du début de la guerre civile en Ukraine. Et la question des langues est tout à fait importante par ce biais-là, hein, parce que c'est une question très sensible pour les populations, les minorités russes, tous ceux qui vivent en fait autour de la Russie, dans les pays qui étaient autrefois des républiques soviétiques, hein, je pense aux pays baltes, la Géorgie et évidemment l'Ukraine. Hein. Voilà, ça c'est le premier biais par lequel on pourrait l'aborder, mais je pense qu'il est plus sage déjà de parler de toi, Sergueï, parce que l'apprentissage des langues, à l'époque soviétique, c'était une réalité parce qu'on peut imaginer que ce n'était pas possible vu qu'il y avait le rideau de fer, les gens pouvaient pratiquement pas voyager à l'étranger, à quoi bon apprendre les langues? Eh bien si, et on apprenait les langues même très très bien, et tu en es la preuve, tu en es la preuve. Et moi j'aimerais que tu nous parles de ta formation d'espion du point de vue de l'apprentissage des langues. Tu as commencé à apprendre le français bien avant d'être recruté par le KGB, hein, mais tu vas nous en parler peut-être plus en détail parce que ça, à mon avis, c'est très très intéressant. Ok, bien, merci. Donc bien évidemment, première chose que j'ai l'habitude de dire quand on parle d'apprentissage des langues en URSS, en Union soviétique et en Russie actuelle, c'est qu'en URSS, on était quand même derrière le rideau de fer et on apprenait les langues vivantes, les langues étrangères vivantes, comme les langues étrangères mortes. C'est-à-dire en fait, on les pratiquait jamais. On n'avait jamais la possibilité de les utiliser dans la vie normale, dans la vie réelle. Et donc, on ne parlait ces langues que dans la classe. Donc, avec notre professeur et éventuellement entre nous. Dans mon école, on commence en principe à apprendre les langues étrangères dans l'école normale vers la 4e ou la 5e année des études secondaires, donc à l'âge de 11 ans à peu près ou 12 ans. Donc assez tard, sauf pour les écoles dites spécialisées. Là, on commence à apprendre dès la première année d'études, et les gens sont très fiers quand ils ont pu faire les écoles spécialisées. À Moscou, il y a plusieurs écoles, y compris en langue française, qui sont très connues et qui ont donné d'ailleurs quasiment toutes les personnes très connues russes que vous croisez sur les écrans télé jusqu'à maintenant, par exemple, y compris par exemple le fameux vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, qui donc a étudié dans une école comme ça, et il était très occidental, très pro-occidental, et maintenant il est devenu sur le principe, enfin, quasiment l'ennemi de l'OTAN et de l'Europe et de la France. Quelles étaient les langues étrangères les plus étudiées à l'époque soviétique? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'en réalité, ça changeait. Ça changeait, il y avait des changements qui étaient différents. Dans la Russie, disons avant la Révolution, dans la Russie des tsars, la Russie ancienne, je crois que la première langue étudiée, c'était le français, et puis après l'allemand. C'était les deux langues les plus étudiées parmi les langues vivantes. Et cette histoire avec l'allemand, elle était d'actualité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à les années 40. L'allemand était la langue la plus étudiée en Union soviétique avant la guerre. Et après la guerre, c'était l'anglais qui est venu la remplacer pour des raisons tout à fait compréhensibles, parce qu'en fait, les gens, dès que la guerre a commencé, ça a servi d'ailleurs, les gens qui parlaient l'allemand, bah, ils en ont pu profiter, y compris pour travailler pour l'espionnage militaire. Les gens qui utilisaient cette langue, on a eu quelques illégaux qui étaient dans la partie allemande. Voilà. Et après, malgré tout, comme on a eu des alliés pendant la guerre, les alliés anglais, français et américains, donc l'anglais, en fait, après la création des Nations Unies en 1945, est devenu quasiment la langue mondiale, qui était mondialisée, qui a commencé à prendre vraiment le rôle prépondérant dans le monde entier. Et en Russie, en Union soviétique aussi. Et donc, en fait, de mon époque, quand moi j'étudiais, vers les années 1960, c'était une pratique un peu particulière à Moscou. Donc, normalement, la classe dans le secondaire, c'est entre 30 et 40 élèves. Et vers donc la 5e année, on nous partageait la classe en deux, donc en 15 ou en 20.
et on étudiait les langues. Et c'était assez curieux parce qu'on prenait les meilleurs élèves pour l'anglais et les élèves moins bons pour le français ou l'allemand. Donc voilà, et c'est assez, ça va faire peut-être mal au cœur aux Français de savoir que le français n'était pas considéré dans les écoles Comme une ordinaires langue d'élite. comme une langue Ouais. d'élite et une langue prioritaire. Ouais. Ouais, parce que juste pour faire une petite parenthèse, quand moi-même j'ai appris des langues étrangères en France, hein, une fois que je suis venu en France, on reviendra sur ça peut-être. Ouais, tu peux en parler L'allemand, maintenant, hein. Tu peux en parler ouais, mais maintenant. Hein. rapidement, on dira après Ouais. parce que j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ton parcours. En tout cas, l'allemand était considéré jusqu'aux années, je pense, fin 90, comme une langue assez aussi élitiste et permettait dans les lycées, au moins à Paris, hein, de distinguer aussi entre les bons et les mauvais élèves. Généralement, les moins mauvais faisaient allemand, les autres faisaient soit anglais première langue, soit espagnol. Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'en Russie soviétique, en URSS, il n'y avait l'apprentissage que d'une seule langue. Il n'y avait pas de notion, il me semble, de LV1, LV2, comme en France Non, ou non. LV3. Voilà. Et donc, on apprenait une langue vivante. Et oui, une autre question, bah, je reviens à toi, hein, c'est déjà, est-ce que tu peux nous raconter peut-être que tu as des souvenirs de ton premier professeur de français? Quand tu as vraiment commencé, comment est-ce qu'il il faisait ses cours? Sur quoi est-ce qu'il insistait? Parce qu'apparemment, c'était surtout un apprentissage de la grammaire qui prévalait. C'est un peu difficile, quoi. Moins de la pratique. Ou alors, il vous passait des disques de Mireille Mathieu ou des trucs comme ça, peut-être? Donc, en fait, à l'école, j'apprenais l'anglais, j'adorais l'anglais, j'avais une professeure extraordinaire d'anglais il s'est révélé que j'étais assez talentueux pour les langues et donc ça me plaisait aussi hein, parce que bien évidemment, j'étais mis en valeur, je gagnais les concours régionaux, etc., etc. Et cette langue anglaise m'a permis d'entrer dans une école qui s'appelle l'OMGIMO, l'Institut d'État des Relations internationales auprès du ministère des Affaires étrangères à Moscou. C'est une école très prestigieuse dans laquelle on apprend des langues comme dans une école de langue. Parce qu'en fait, bien évidemment, pour tous les métiers à l'étranger, les langues, c'est le principal outil de travail, de communication, de travail, d'apprentissage. C'est d'abord une école de futurs diplomates, en fait. C'est une école dans laquelle il y avait 4 facultés, la première diplomatique, la deuxième économique, la troisième journalistique et la quatrième de droit. Mais elle formait en réalité le commun entre les 4 facultés, c'est qu'on apprenait les langues comme dans une université, dans une fac de langue, c'est-à-dire avec énormément d'heures qui étaient consacrées aux langues, et c'était pour travailler à l'étranger. Voilà. Donc, et dans cette école, en fait, c'est quoi l'apprentissage de langue là, je vous ai parlé dans l'école secondaire, on était divisé en groupes de 15 ou 20. Dans cette école-là, le groupe, c'était entre 4 et 5 personnes, maximum 5 personnes. Et on avait 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Ce qui fait que donc dans un groupe si petit, on progressait très très rapidement. Mais mon premier professeur n'était pas le professeur classique de l'université. Donc, quand je suis entré dans Guimau, quand j'ai passé les examens, parce que chez nous, pour entrer dans l'université, on passe les examens, on avait le nouveau complexe de notre université qui était en construction et qui, bien évidemment, comme tout en Union soviétique, n'était jamais fini à temps et à l'heure. Et donc, on nous a envoyé pendant un mois pour travailler gratuitement, soi-disant volontairement. Enfin, on n'était pas les volontaires. Hein. Moi, j'aurais préféré aller à la mer Noire. Travailler sur le chantier. Mais sur ce chantier, on a commencé à nous connaître, à prendre connaissance avec nos camarades. Et j'ai fait connaissance avec quelqu'un qui s'appelait André Boutorine, mon grand ami, encore un André, tiens, C'était très qui, courant à l'époque soviétique, ouais, les prénoms comme ça. qui, lui, il a eu de la chance. Son papa travaillait pour le commerce extérieur et donc il a vécu 2 ou 3 années à Paris. Et la particularité de sa vie à Paris, c'est qu'il a eu l'exception et il a eu l'autorisation d'aller aussi au collège français. Et donc, en réalité, quand on est jeune, enfin, il avait l'âge de 10, 12 ans,
Et il a passé 3 ans dans un collège français, donc bien évidemment, il parlait le français comme André le parle, c'est-à-dire comme langue maternelle. Et donc, bien évidemment, c'était pour moi, c'est un dieu, hein, ça, parce que moi, j'ai pas eu ces chances déjà d'aller à l'étranger, d'avoir ce vécu. Et sur le chantier, la première chose qui m'a apprise, c'est tous les gros mots en français. C'est comme ça que Ah j'ai oui, c'est travaillé. vrai. Alors, ouais. Donc, c'était pas ni Alors la tous, grammaire, tous, ni, ouais, tous ou presque tous. Hein. Tu les connaissais pas tous. Hein. La preuve, non, non. je ne connaissais pas tous, et d'ailleurs, ça m'a ça m'a desservi en Ça France t'a parce que desservi. Ouais. il y a le mot fiotte que je ne connaissais pas. Enfin, je l'ai appris après par la suite, mais dans ma tête, c'était juste de l'argot, ce qui voulait dire en fait lâche, mais je ne connaissais pas qu'il y avait une autre Vous ne connaissez connotation. pas le sens, voilà, ouais. Donc du coup, il y Ouais, avait cet incident sur LCI. On ouais. renvoie nos spectateurs à cet incident qui s'est produit il y a, je Oh, crois, oui, ils sont un au courant. mois. Ils sont La au plupart courant, des bien gens sûr. qui nous suivent, ils sont au Ouais, courant, ils ont bien compris. D'ailleurs, non, ils n'ont ouais. jamais compris pourquoi, pour quelqu'un dont la langue n'est pas la langue maternelle, on peut faire prendre des sanctions de cette gravité. Donc, Ouais, mais ça, ouais. c'est une autre C'est encore histoire. une autre histoire. Ouais, ouais. On nous Et retrouve maintenant. à propos des insultes, je me permets d'insérer encore une parenthèse personnelle. C'est assez drôle parce que donc mon parcours à moi, c'est quoi? C'est j'ai été amené à apprendre le français un peu dans l'urgence. Alors mon père est venu avec mon frère en France en 1981. Nous sommes restés avec ma mère en Union soviétique. Au début, on pensait qu'il allait revenir. Hein. Il était invité par des écrivains et des poètes qu'il traduisait. C'était un traducteur de poésie française essentiellement. Et puis, pour X raisons, différentes raisons, il a décidé de rester en France. Et on a entrepris des démarches pour le rejoindre. C'était très, très compliqué au début des années 80. Et quand ça s'est un peu précisé, là, on s'est dit, il faut vraiment que j'apprenne le français. Mais ça s'est fait dans l'urgence et on a trouvé dans la cour de notre immeuble une vieille professeure de français qui m'avait donné des cours particuliers. Ça devait être quelques mois avant notre départ, en 1985 pour la France. Donc, pour te dire que mon niveau était très insuffisant quand je suis arrivé en France en 85, c'était en février 85. J'ai tout de suite été lâché, un peu comme les paysans autrefois en Russie, pour apprendre à nager à leurs enfants et les jeter dans l'eau. Moi, c'était le bain linguistique. On m'a jeté directement dans une école primaire française. La plupart des petits Russes qui arrivaient en France à cette époque, ils arrivaient dans une école spécialisée. Et voilà, j'ai même redoublé pour te dire mon CM1 à l'époque. Voilà, je confesse, n'est-ce pas? Et mon rattrapage du français, je l'ai fait pendant les vacances d'été. C'est assez drôle puisque j'ai été envoyé pendant les vacances dans des camps russes, des camps de vacances russes avec beaucoup d'enfants, de descendants, mais on parlait essentiellement français. Et c'est par un usage très informel du français que je me suis familiarisé. Et en gros, au bout d'un an et demi, 2 ans, j'arrivais déjà à suivre tout à fait correctement à l'école. Mais ça ne s'est pas fait du tout facilement. Pour revenir à la question des insultes, j'étais complètement ignorant alors des insultes françaises un peu moins, mais surtout des insultes russes. C'est très drôle parce que j'ai appris les insultes russes, le fameux mat, sur le tard. Quand je suis arrivé en Russie à l'adolescence, à la fin des années 80, on pouvait à ce moment-là venir sans trop de difficultés en Russie grâce à Gorbatchev. Et en me rendant, j'étais à la campagne dans un kolkhoz, je ne sais pas si c'était un kolkhoz ou un sophrose. Tu imagines l'ambiance, les types sont complètement sous du matin au soir. À la fin des années 80, c'est vraiment la déliquescence totale. Ils sont alcoolisés en permanence. Et donc, il y en a un qui m'a dit allez, viens faire un tour sur mon tracteur. Ok, j'ai dit ok. Et donc là, je te laisse imaginer un type complètement ivre qui conduit son tracteur et qui te lâche tous les deux mots, le fameux mot russe dont je parle dans mon dictionnaire. Donc, je ne vais pas le citer ici, mais vous avez trois mots basiques qu'il faut connaître pour le mat russe. Et donc, il m'a appris tout le mat, quoi, toutes les insultes russes en une semaine. Hein, j'étais vraiment bien formé. Voilà pour l'histoire personnelle. Mais on revient à toi, Sergueï. Et donc, moi, donc avant de commencer à apprendre vraiment la langue dans la classe, j'ai appris d'abord les gros mots. Et puis après, André m'a parlé aussi de la vie à Paris, m'a montré les Paris Match, enfin les magazines français. Et ça m'a changé un tout petit peu parce que j'étais déçu hein, quand en Guimau, on m'a dit, c'est pas moi qui a choisi la langue, hein, c'est le parti qui a imposé, en fait, c'est la direction de l'école qui a imposé. Alors, Et c'était donc pas moi, toi qui avais choisi cette langue, c'est pas toi, on te l'a non. imposé.
Non, on m'a imposé. Ouais, C'est ouais. ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Parce que ça, on est en Union soviétique, en fait. Ils ont appelé, donc tout est planifié. Ils planifient combien de personnes doivent apprendre chaque année telle ou telle langue. Voilà, l'anglais, il y en avait déjà suffisamment. Moi, je voulais continuer à apprendre l'anglais. Et ils m'ont dit, non, vous changez de langue, vous apprenez le français. Donc, j'étais au début très déçu. Et puis, Andrei Boutorine a changé, en fait, m'a rendu un énorme service, puisqu'en parlant avec lui de la France, de Paris, de sa vie à Paris, ça m'a fait quand même changer cette impression un peu négative. Et puis après, j'arrive à l'école, et donc j'arrive devant ma professeure, Natalia Dubovskaya, qui était une professeure très connue. Elle a participé à l'écriture des manuels de français au niveau supérieur. Donc c'est une professeure qui est extraordinaire, qui a un charme énorme, parce qu'en fait, elle a une personnalité, je dis souvent, elle est très particulière parce qu'elle avait le sourire de Fernandel, mais au féminin. Et donc, dès qu'elle souriait, ben, ça vous envahissait. En fait, c'est comme une bombe nucléaire émotionnelle qui vous envahit, et vous ne pouvez pas ne pas tomber amoureux de la langue. Donc, on était dans un groupe de 5 personnes, on est juste en face du professeur, on peut pas se cacher. Et en réalité, en fait, en Guimau, on travaillait sur le manuel de Popova Kazakova. C'est le manuel très, très connu. Dont tu m'as envoyé le numéro 2 en PDF l'autre jour. Mais nous, on a travaillé sur le premier, sur le Popov Kozakov de débutant. Et je trouve que c'est un manuel qui est assez bien parce que, en fait, dans ce manuel, on commence pas par la grammaire, on commence par un cours phonétique. Pendant 3 mois, on fait de la phonétique. Et à partir de la phonétique, on commence à apprendre quelques mots, on commence à apprendre des phrases. Et donc, c'est les toutes petites phrases au début. Je me souviens, on commence par la lettre A et par le son A. Et donc, comme c'est un manuel scolaire soviétique, donc mes premières phrases en français, je m'en rappelle toujours. La camarade Marthe va à la gare. La camarade Agathe va à sa place. Voilà, Camarade. voilà. C'était dans quelles années alors? Tu peux nous préciser ça? C'était quand? 1978. Voilà, c'était 78. Alors, peut-être qu'il faut aussi, pour nos spectateurs, préciser un peu le contexte, à mon avis, de l'apprentissage des langues. Pourquoi, à telle ou telle époque, on privilégiait telle ou telle langue, ou on cherchait à augmenter le nombre de locuteurs de cette langue en Union soviétique. Il y avait un contexte, à mon avis, international hein, qui était très important. Il faut se souvenir, en effet, que dans les années 60, il y a un rapprochement franco-soviétique qui s'opère à partir de la deuxième partie des années 60. En 1966, vous avez De Gaulle, le président français, qui se rend en Union soviétique, qui effectue un voyage historique, on va dire, hein, qui rapproche ces deux pays. L'année suivante, en 67, vous avez tout un ensemble d'accords qui sont signés, d'échanges culturels, touristiques, scientifiques. L'Union soviétique va même acheter le procédé français SECAM pour la diffusion de la télévision. Enfin, il y a plein de choses qui vont se faire entre la Russie soviétique et la France. Et ceci avant même la fameuse détente avec les Pompidou. Américains qui aura lieu dans les années 70. Et Pompidou. Voilà. Et Pompidou dans les a années participé aussi à et Pompidou, bien la sûr, va politique. augmenter, voilà, le successeur, absolument, le Pompidou, puis son successeur, évidemment, Giscard d'Estaing, voilà, ils vont amplifier ce projet de collaboration, d'échange. Et je veux juste terminer avec ça. Quand on parle d'échange culturel, il faut mentionner, c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé, les films, les longs métrages et les films français qui vont avoir un grand succès en Union soviétique. Il y avait déjà des films français qui circulaient, bien sûr, avant, hein, mais là, on va avoir une avalanche de films avec des acteurs comme Montand. Alors Montand, après qu'il est devenu anti-communiste, bien sûr, il sera plus en odeur de sainteté, mais Belmondo, Delon, les grands noms des années 70-80, ces gens-là vont devenir extrêmement populaires. Angélique, Marquise des Anges. Alors, on va diffuser des vieux films aussi des années précédentes, des années d'avant détente. Et c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que cette professeure du MGIMO vous montrait des films français?
Le MGIMO, c'est une école assez très très bonne au niveau linguistique, bien évidemment. Donc, on travaillait dans ce qu'on appelle les cabinets langaphones, donc avec les magnétophones, avec les enregistrements. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu, par exemple, dans l'école normale, dans l'école ordinaire. Pour les films, je voudrais rajouter aussi qu'en Union soviétique, les films français qui étaient diffusés, d'abord, c'est les comédies. Avec Louis de Funès, avec Pierre Richard, c'est pour ça d'ailleurs Pierre Richard, il est plus connu, je crois, en Russie qu'en France. Hein. Et il reste très très connu, il reste très très populaire. Et en plus, en fait, les Français avec lesquels on parle, ils ne comprennent pas pourquoi c'était si populaire. Il faut bien rajouter que dans ces comédies, on se moquait en fait de mode de vie français ou voire même de la gouvernance en France, et bien évidemment, ça servait aussi les fins idéologiques du RSS, et parmi, par exemple, les films policiers qui étaient diffusés avec Belmondo, avec Alain Delon, avec Lino Ventura, souvent ces films parlaient de policiers qui étaient un peu à contre-temps par rapport à leur hiérarchie. On parlait aussi des corrompus, des politiciens véreux, etc. Et donc, bien évidemment, ces films-là étaient considérés aussi comme une sorte d'anti-propagande de l'Occident. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ces films étaient vraiment très, très bien diffusés en Union Oui, soviétique. il y avait un alibi idéologique dans ces films. En fait, il y avait toujours une sélection, bien sûr, de ces films avant leur importation. Ça se faisait généralement par le biais d'un échange. Hein. Ces films n'étaient jamais achetés, mais ils étaient échangés contre des films soviétiques. Et donc, côté soviétique, il y avait toute une commission qui siégeait pour savoir si tel ou tel film pouvait être diffusé. Éventuellement, on coupait des scènes un peu trop érotiques. Hein. Il y avait des choses comme ça, des censures qui se pratiquaient. Ah, toujours, mais par contre, il fallait qu'il y ait un alibi, effectivement. Et donc, dès qu'il y avait une histoire de scandale de corruption, de policiers véreux, comme tu l'as si bien dit, eh ben, évidemment, c'était un argument de vente pour cette commission, parce qu'il faut savoir, évidemment, que ces films-là étaient très, très regardés. Hein. Les films étrangers étaient très regardés en Union soviétique. C'était une fenêtre sur l'Occident. La plupart des gens en Union soviétique ne pouvaient pas voyager. Donc, pour eux, voir ces films, voir ces visages étrangers, c'était un moyen de s'évader, d'aller à l'étranger. Et donc, ils faisaient énormément d'argent. Ils faisaient beaucoup d'entrées et donc, ça rapportait énormément de sous. C'est ça. Et au MGIMO, donc, on utilisait d'abord et avant tout les enregistrements. Donc, il y avait même une phonothèque qui était très bien fournie. On avait, bien évidemment, selon notre cours d'apprentissage de Popova-Kazakova, une bande magnétique qui accompagnait chaque leçon. Donc, après, on devait apprendre selon cette bande. Pour moi, c'était un peu compliqué parce que à cette époque-là, je n'avais pas de magnétophone chez moi à la maison. J'avais le tourne-disque, mais pas de magnétophone, parce que c'était assez compliqué en Union soviétique d'acheter, ça coûtait très cher. Mes parents, en fait, s'en fichaient complètement, et donc ils n'attachaient absolument pas d'importance. Après, j'ai emprunté un magnétophone à ma tante, qui, elle en avait, mais bon, il souffrait aussi d'absence, donc c'était compliqué. Et donc, ça m'obligeait à travailler non pas chez moi, mais plutôt dans le cabinet, dans cette phonothèque, dans ce cabinet linguistique où il y avait des apprentissages. Et moi, j'adorais ça. Parce qu'en réalité, ça m'a fait plonger en fait dans la langue. Toi, tu as été plongé dans la vie française directement. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose, c'est difficile, mais en même temps, tu n'as pas de choix. Lorsque tu rentres dans une école où personne ne parle ta langue, en fait, c'est débrouille-toi ou démerde-toi. Hein. Voilà. Et donc, bien évidemment, ça t'oblige à progresser très très rapidement. Et moi, j'écoutais dans cette école, comme c'était une école, comme tu as dit, qui préparait les futurs diplomates, en fait, les meilleurs enregistrements, c'était les allocutions des représentants français auprès des Nations Unies. Donc, quand ils prononçaient les discours. Et c'était extraordinaire parce qu'ils parlaient les représentants des Français auprès des Nations Unies. Et donc, ils avaient une chose qu'on retrouve dans la radio française des années 40. 40, 50, on parlait comme ça, avec un chant, et bien sûr, parce que c'était des gens qui venaient du théâtre, en fait. C'est ça que je me suis intéressé à cette question. On avait un héritage de cette génération qui avait fait énormément de théâtre et de radio aussi. Et donc, ils avaient une élocution qui, évidemment, aujourd'hui, prête à sourire. Hein, une élocution,
On la retrouve chez un ministre de la Culture comme Malraux, par exemple, aussi, hein. C'est ça. Et alors c'est intéressant, là tu évoques une question tout à fait centrale dans l'apprentissage des langues, qui est la question du décalage. Le décalage, c'est-à-dire on apprend une langue à un instant T, mais une langue, c'est vivant, hein, on parle de langue vivante, une langue, ça évolue, donc ça ne correspond pas exactement à cette langue qui est pratiquée à ce moment-là à l'étranger, telle qu'elle existe à l'étranger. Donc toi, quand tu te rends en France pour la première fois, est-ce que les effets de ce décalage se font sentir? Est-ce que les gens se rendent compte tout de suite que tu as appris le français dans des manuels qui dataient un petit peu, on va dire ça, comme ça? Non, ça s'est pas passé en France parce qu'en France, je suis allé la première fois officiellement 11 ans seulement après d'avoir commencé à apprendre le français. Donc, j'ai commencé à apprendre en 78 et mon premier voyage officiel, c'était 89, Ah ouais. 1989. Mais en fait, je vois très très bien de quoi tu parles parce que d'habitude, en fait, la langue française apprise dans les écoles, c'est une langue très académique. C'est une Mhm. langue très vieille langue, Figé. souvent c'est une langue figée Mhm. et en plus on l'apprend avec par exemple la littérature qui est la littérature Balzac, Flaubert, Classique, ouais. Molière, etc. En fait la littérature classique française. Et du coup, en fait, on apprend une langue quasiment morte, qui n'existe Mhm. plus. Et les gens qui n'ont pas qui n'ont pas la chance de faire autre chose, effectivement, quand ils arrivent en France, en fait, on les regarde comme le Hibernatus, comme le film avec Louis de Louis de Funès, Funès, où, ouais. où on a retrouvé dans les Alpes, dans la neige, dans la glace, un ancêtre. On le réanime et en fait, lui, il croit qu'il est toujours vivant. Donc, c'est un Goodbye Lénine à la française d'ailleurs. C'est assez marrant parce que Goodbye Ouais, Lénine, c'est exactement ça. c'est ça, Et, ouais. et moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, c'est-à-dire que. Mais avant d'arriver à ça, il faudrait que je termine quand même. Donc, ta question, oui, on nous projetait des films, mais on nous projetait des films avant et après, avant tout, les films d'études. C'est-à-dire, il y a des séries françaises, en fait, cinématographiques, que la France a produites pour l'apprentissage de la langue française, et c'était distribué dans le monde entier. Et donc, on avait les séries qui s'appelaient Bienvenue en France, qui se composaient d'une partie grammaticale, mais aussi de petites scènes tournées. Et c'était super bien tourné parce que c'était tourné avec les grands acteurs. Et donc, Mhm. après, on les a retrouvés, par exemple, dans les films avec Belmondo. Dans mon film préféré, Le Professionnel avec Belmondo, son principal ami, c'est celui qui est présenté dans cette série. Et donc, je le connaissais depuis très, très longtemps. Après, j'ai compensé, en fait, cette langue académique par le travail avec les Français. Parce que je suis arrivé à converser avec les Français. Bon, j'ai raconté déjà ça, que ma première conversation, c'était la conversation téléphonique, suite à laquelle camarade Poutine m'a torturé pendant 2 heures à la Lubyanka. Ça, c'est déjà raconté. Et puis, j'ai fini l'année d'après, en 1981, à travailler comme guide-interprète avec les Français. Et là, c'était l'épanouissement parce que j'ai pu travailler. Surtout, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, donc tout le reste, en fait, j'ai appris avec ces groupes-là et j'ai pratiqué ça pendant 3 années d'affilée. Et donc, j'ai compensé toutes ces lacunes de la langue vivante par le travail avec les étrangers. Et après, Mhm. j'ai commencé à écouter la radio française en fait, avec un poste en ondes courtes, et j'écoutais France Inter quasiment tous les jours, ce qui fait que non seulement j'ai compensé ce manque de la langue vivante par ce biais, mais en plus j'étais au courant de ce qui passait en France. Et d'ailleurs, c'était marrant, je m'amusais quand il y avait des groupes qui arrivaient à Paris, à Moscou, de Paris, et donc on a commencé à bavarder, et ils disaient, oui, mais hier il s'est passé un tel truc, et je les reprenais en disant non, non, ça ne passait pas comme ça. Et ils me regardaient, mais ils me disaient, mais comment vous le savez? Nous, on vit ça, ou je leur prenais des fois des choses qui n'ont pas su ce qui se passait à Paris. Et là, Mhm. je jouais, au début, je disais, mais vous savez, moi j'ai des sources, etc., etc. Et puis après, je leur disais que c'était grâce à la radio française. Alors, Sergei, moi, j'ai l'impression que toi, tu as appris, bien sûr,
par le biais de cette école principalement, hein, une sorte de Berlitz russe. Et puis, il y a énormément de travail personnel et d'initiatives personnelles. Mais là, je voudrais juste te poser une question, parce qu'il existe en France et surtout aux États-Unis, ce fantasme qu'à l'époque soviétique, pendant la guerre froide, il existait en URSS des villes fermées qui étaient des copies de villes américaines, en l'occurrence, hein, où on vivait dans une sorte de cocon. Tout était là pour simuler, c'était des villes destinées aux futurs espions, tout était là pour simuler la vie américaine, et donc on était plongé dans un bain linguistique permanent. Est-ce que ce genre de ville a vraiment existé en URSS? Oui, enfin, on ne peut pas dire des villes. Il y avait une ville. Une ville comme ça au KGB, elle existait effectivement, puisque notre premier ennemi au niveau d'espionnage était les États-Unis d'Amérique, idéologiquement aussi les États-Unis, et donc pour le KGB, c'était la cible principale, les États-Unis. La France n'était pas la cible, la France était un pays ami quasiment, puisque la France, De Gaulle a fait sortir la France de l'organisation militaire de l'OTAN. De Gaulle a fait quitter l'OTAN, donc l'OTAN est En parti 66. en Belgique en Oui, c'est 66. vrai. D'ailleurs, c'est actuellement l'université Paris-Dauphine qui se trouve dans le bâtiment de l'OTAN que l'OTAN a occupé, à 400 mètres de l'ambassade du RSS. D'ailleurs, c'était assez marrant. Boulevard Lannes. Boulevard Lannes. Et donc, cette ville existait, effectivement, mais elle était destinée non pas pour les espions, mais pour les espions, pour les illégaux. Parce que dans l'espionnage, en fait, il y avait deux filières. La principale filière, c'est ce qu'on appelait l'espionnage légal, c'est-à-dire dans lequel on venait en tant que soviétique travailler dans les représentations officielles de l'Union soviétique à l'étranger, et il servait de couverture. En revanche, la toute petite, et c'est la filière principale. Hein. Pour cette filière, d'ailleurs, l'apprentissage des langues n'était pas extraordinaire. Hein. Ils se débrouillaient, mais on ne leur demandait pas de parler comme les Américains ou les Anglais ou les Français. En revanche, on avait une toute petite filière qui s'appelait la filière des illégaux, dans laquelle j'ai travaillé par la suite, la direction S, la direction spéciale, dans laquelle on formait les agents qui devaient jouer le rôle des étrangers. Et donc, eux, ils ne travaillaient pas sous la couverture, mais sous la légende. Donc, on en fabriquait une légende avec un nom complètement inventé, avec une vie complètement inventée. Et bien évidemment, ils devaient parler les langues étrangères sinon comme des locaux, Comme des mais natifs, ouais. pour le moins comme assez bien, parce que s'ils n'arrivaient pas, par exemple, à parler comme un Français, à ce moment-là, on leur construisait une légende comme quoi ils étaient canadiens, ou ils étaient des parents bilinguistes ou bilingues, et donc du coup, pour expliquer pourquoi ils faisaient peut-être des fautes, etc., etc. Pour l'anglais, c'était même pas très important, parce que les États-Unis, il faut bien rappeler, c'est un pays d'immigration. Aux États-Unis, il y a très peu de gens qui sont nés sur le sol américain. Il y a seulement un Absolument. tiers ou la moitié de la population. L'autre moitié de la population, c'est les gens qui viennent, même actuellement. Je vous rappelle que vous pouvez participer chaque année. Il y a la loterie de Green Card dans laquelle il y a 100 000 personnes qui sont tirées au hasard, à qui on donne le droit d'immigrer aux États-Unis. Et en plus, avec tous les immigrés illégaux qui se trouvent sur le sol américain, donc tout ça, ça a été noyé. Mais bien évidemment, le KGB attachait énormément d'importance. Dans la filière des illégaux, déjà, on apprenait les langues avec soit les anciens illégaux, soit les très très grands professeurs. Là, l'apprentissage est individuel, ça veut dire on n'est pas dans un groupe, on est face à un professeur, et après, très très rapidement, donc on baigne dans la vie, ça veut dire qu'on vous met aussi pour la langue, et c'est assez marrant parce que moi, j'ai senti ça, et je suis arrivé à cette méthode d'apprentissage de langue naturellement. C'est-à-dire que pour bien apprendre, en fait, il faut oublier le russe. On Ouais. crée une atmosphère comme quoi on vit en France et on doit écouter. Il faut penser en français, Penser, si pas possible. forcément, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à penser dans la langue, mais ça vient tout seul. Ça vient tout seul parce que lorsqu'on vous plonge dans la langue, en fait, le cerveau s'habitue assez rapidement il aura du mal à traduire tout le temps. Donc, du coup, le cerveau fait le court-circuit. Le cerveau, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour vous montrer que notre cerveau est extraordinaire, il peut faire
y a un petit test dans lequel, par exemple, on enlève la lettre A dans le texte. Et en fait, le cerveau, il lit parfaitement parce qu'il comprend tout de suite que le tiré, c'est le Ouais. A. Et donc, en fait, et même, il y a un autre test. Donc, ça, c'est le début. Et après, on peut remplacer la lettre A par une autre lettre. Et en fait, ou pour un chiffre. Et en fait, le cerveau s'en fout. En fait, dès qu'il a compris le principe, il va remplacer tout ça et il va s'habituer à lire comme ça. Donc, on a un cerveau qui est quand même une machine, un ordinateur qui est extraordinaire. Mais donc, le plongeon. Et moi, j'ai construit ce plongeon parce que lorsque j'ai commencé à apprendre le français, la première chose que j'ai faite, je suis allé dans le magasin de disques, puisque j'avais un tourne-disque, et j'ai cherché des chansons en français. Mhm. J'ai trouvé, bon, bien évidemment, les disques de Mireille Mathieu, que j'aimais pas du tout. Donc ça, c'est un... Mais je l'ai acheté quand même, hein, parce que bon, c'est quand même du français. Parce que Mais Mireille Mathieu, il faut le dire, pourquoi Mireille Mathieu? Parce qu'à l'époque, Mireille Mathieu, c'était une grande amie de l'Union soviétique. Il y avait des artistes comme ça qui étaient particulièrement prisés. Voilà. Alors, elle n'a jamais été, je crois, membre du Parti communiste français, mais non, elle je était crois. proche, hein, il me semble proche. Voilà. Et du coup, voilà, il y avait des gens comme ça qu'on invitait. Et je crois qu'il est même venu hein, en URSS. Et la fameuse firme de disques Melodia. Il n'y avait pas 15 000 maisons de production de disques en URSS. Melodia avait sorti plusieurs disques de Mireille Mathieu, n'est-ce pas, pour honorer l'amitié franco-soviétique. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça continue. Donc, et bien évidemment, elle est venue plusieurs fois en tournée en Union soviétique. Elle était très connue. C'était l'artiste la plus connue française en Union soviétique. D'ailleurs, ça, quand les Russes et les Soviétiques parlaient de Mireille Mathieu, les Français étaient très étonnés parce que il y avait beaucoup de Français qui la considéraient comme, enfin, comme pas comme une vedette, mais bon, une vedette de deuxième catégorie. Et il reste toujours vedette. D'ailleurs, on lui a organisé aussi la rencontre avec Poutine. Elle a chanté pour Poutine au Kremlin avec les chœurs de l'armée rouge au théâtre Bolchoï, dans le grand palais de Kremlin. Donc, elle est très, très, très connue, beaucoup plus connue que tous les autres artistes français en Russie, en Union soviétique. Mais j'ai eu de la chance, je suis tombé sur le disque de Guy Béard. Et là, c'est quelque chose parce que Guy Béard, c'est un artiste particulier parce que c'est un parolier. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle en Russie un barde. C'est quelqu'un qui écrit les chansons dont la musique est importante, mais le plus important, c'est les paroles qu'il chante. Et donc, il y a beaucoup de paroles. Et donc, ça, c'est le disque qui est devenu le cauchemar de ma famille, bien évidemment, parce que je commençais à l'écouter, ce 33 tours, je l'écoutais 40 fois par jour, et ma famille est devenue complètement folle avec Guy Béard, et elle n'en pouvait plus, et au bout d'un mois, moi, je connaissais phonétiquement les chansons de Guy Béard par cœur, et au bout de 2 mois, toute ma famille chantait Guy Béard sans connaître le français, parce que je les ai torturés absolument avec ça. Ouais. Et dis-donc, alors justement, une question à ce propos. Ta famille, qu'est-ce qu'elle a pensé de tout ça? L'apprentissage du français, l'accent mis sur le français, et puis plus tard, évidemment, euh, ton travail dans les services secrets. Est-ce qu'elle était au courant de tout ça, non? Ma famille pensait que Est-ce qu'elle te demandait, par exemple, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu vas faire du français plus tard? non, parce que en fait, je suis entré au MGIMO et le MGIMO, c'est quand même une école très prestigieuse du fait qu'elle préparait les gens à partir à l'étranger, elle préparait les cadres pour tout ce qui est l'étranger. Donc, ma famille n'attendait qu'une chose, que je sois envoyé à l'étranger. Donc, pour elle, c'était tout à fait naturel. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je les ai torturés avec le disque de Guy Béard, ils ne se plaignaient pas parce qu'ils disaient, bon, bah, pourvu qu'il apprenne, il est un peu fou, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, pour le KGB, d'ailleurs, c'est le français qui m'a amené vers le KGB parce que quand j'ai commencé déjà, j'ai raconté cette histoire avec les Jeux Olympiques, mais il y a eu aussi l'histoire avec le télégramme que j'ai envoyé de ma ville fermée de Zélénograd en écoutant le concours linguistique de Radio France Internationale. Donc voilà.
C'est comme ça que le KGB m'a contacté, m'a proposé de travailler pour eux. À cette époque-là, je n'avais pas le droit de le dire à ma famille. Donc, ils ne savaient rien du tout. Mais une fois, lorsque je suis rentré officiellement au KGB, c'est-à-dire en 1984, et lorsque j'étais admis à l'école de la Forêt, à l'Institut Andropov, l'Institut du drapeau rouge du KGB, là, ma famille savait que je faisais les études dans une école spécialisée, mais ils ne savaient absolument pas ce qui se passait là-bas. Et quand je travaillais pour l'espionnage, ils savaient que je travaillais pour le KGB dans l'espionnage, mais ils ne savaient absolument pas ni dans quel pays, ni avec quelle langue, ni ce que je faisais. Voilà, donc ça c'est quand même assez secret. Voilà, c'est parce que je n'étais pas marié, donc je ne devais pas partager ça aussi avec mon épouse ou avec mes enfants, ce qui est un peu plus compliqué pour les gens qui vont avec leur famille, parce que la filière légale, on est obligé d'être marié, on est obligé d'avoir des enfants, parce que c'est une sorte de gage moral et familial pour ancrer en quelque sorte l'opérationnel qui est sur le terrain dans un pays étranger. Et donc, il est obligé de leur expliquer ce qu'il fait à l'étranger. Donc, ils sont au courant que papa ne fait pas que être diplomate. Mais il faut se méfier aussi parce que lorsqu'on le disait, par exemple, aux enfants, les enfants ont du mal quand même à garder les secrets. Et puis, les enfants tu sais comment ça se passe dans la cour d'école, puisque tu étais à l'école française. Donc, des fois, on a des petites frictions entre les garçons. Et puis, parfois, les garçons qui disent bah, mon papa, il est plus fort que le tien, bah, il va venir, il va te casser la figure, il va casser la figure à ton frère. Et donc, les petits gamins de l'Union soviétique, des fois qui travaillaient avec les papas espions, ça leur arrivait aussi de dire mais mon papa, il est au KGB, il est espion, il va vous tous tuer. Hein. Et donc, ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à un espion parce que le papa risquait d'être envoyé à Moscou. Hein. L'équivalent de ce genre d'incident en Union soviétique, ça aurait été pour moi, par exemple, de dire à l'école que mes parents détestent Lénine, détestent Brejnev, parce que évidemment, ma famille était très anticommuniste pour des raisons, on va dire, sur lesquelles on ne reviendra pas aujourd'hui, mais qui sont assez connues. Hein. Et donc, j'avais évidemment à la maison des discussions très fréquentes sur pourquoi Lénine était méchant, évidemment Staline, pourquoi Brejnev c'était un abruti, etc. Et ce genre de truc. Alors des fois, ma mère avait très très peur que effectivement je trahisse et que je révèle des secrets. Mais très tôt, j'ai senti qu'il y avait quand même une barrière. Hein. J'ai appris à avoir une sorte de surmoi. Voilà. Alors, tu as évoqué la question de la filière légale et des agents qui étaient envoyés à l'étranger et plongés dans un bain linguistique. Il y a un personnage un peu incontournable qu'on évoque dans toutes nos émissions. Et il faudrait, je pense, encore une fois, en parler aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui, on le sait, a appris l'allemand. Et c'est intéressant cet apprentissage de l'allemand, ça peut paraître un peu paradoxal parce que on sait que Poutine a eu un de ses frères qui est mort pendant le siège de Leningrad, le fameux siège pendant la guerre, que son père qui a combattu a été très grièvement blessé. Donc il avait toutes les raisons du monde de détester les Allemands et donc de détester la langue allemande, de ne pas l'apprendre. Pourquoi est-ce qu'il a finalement décidé de faire de l'allemand? Je crois que Est-ce que d'abord, tu sais? il n'a pas décidé de faire de l'allemand. Bien évidemment, comme je vous ai expliqué, après la guerre, l'allemand est devenu un peu la bête noire dans l'éducation, puisque personne ne voulait l'apprendre. Et donc, dans les écoles, on le donnait à apprendre aux élèves qui étaient moins bons. Donc, c'est la preuve d'ailleurs que Poutine était un élève moins bon quand il était dans le secondaire, puisqu'il n'a pas appris l'anglais, comme le faisaient tous les bons élèves, mais a appris l'allemand. Mais après, il y a autre chose quand même c'est un paradoxe aussi qui s'opérait en Union soviétique, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, je crois que on peut dire que quasiment la moitié du cinéma qu'on regardait, c'était le cinéma qui était sur la guerre, et y compris dans l'espionnage. Et donc il y a eu quelques films qui étaient très bien faits sur l'espionnage, dans lesquels on parlait l'allemand. Et donc je crois que quand il apprenait l'allemand à l'école, ça lui permettait aussi de vivre un tout petit peu, parce que malgré tout, même si les langues étrangères qu'on apprenait à l'école, c'était comme les langues mortes, mais on essayait quand même de les transposer dans notre vie. Et en fait, pour l'allemand, c'était beaucoup plus facile que pour d'autres langues, parce que dans tous ces films consacrés à la guerre, on parle l'allemand. Et donc, je crois que
ça lui faisait, Mhm. faisait quand même un petit jeu de jouer peut-être aux Allemands, aux espions, etc., etc. Et ça lui a joué aussi un tour parce que, par exemple, on raconte, ça c'est quelque chose, c'est une anecdote qui est assez connue, qu'à l'âge de 16 ans, une fois lorsqu'il a regardé tellement de films d'espionnage sur la guerre et sur l'Allemagne, qu'à 16 ans, et il est venu à la représentation du KGB dans la ville de Leningrad, à taper à la porte en disant « je veux travailler pour vous ». Voilà, donc c'est peut-être, pour moi, c'est ça l'explication de sa relation avec l'allemand. Et il en a parlé plus tard de cet apprentissage. Il a jamais vraiment caché qu'il était un excellent élève. Il n'était pas le plus mauvais, mais il était loin d'être un très très bon locuteur. Et il a aussi parlé, c'était il y a déjà assez longtemps, de son plongeon dans son bain linguistique quand il est arrivé en RDA en 1985 à Dresde. Il disait en fait, tout le monde était dans ce cas-là, hein. La langue qu'on apprenait, la langue étrangère qu'on apprenait en URSS, c'était une langue, comme on a dit, très figée. Et la pratique de la langue était très limitée finalement. On apprenait essentiellement la grammaire, etc. Donc il arrive à Dresde et là, il y a un vrai choc linguistique pour lui et sa femme Ludmila. Ils arrivent avec leur fille, leur première fille, la deuxième va naître sur place, je crois. Et ils apprennent à ce moment-là ce que c'est que l'allemand réel, quoi. Et c'est là qu'il apprend vraiment l'allemand. Alors, par contre, je sais pas, moi j'ai fait de l'allemand pendant très longtemps hein, à l'école. D'ailleurs, c'est intéressant, j'en ai fait pendant 7 ans. J'ai quasiment tout oublié. Mais il me semble, à l'avoir entendu parler allemand, il parle correctement allemand. Il a parlé plusieurs fois en Allemagne à l'époque de Merkel, hein, bien sûr, il a prononcé des discours. Mais il me semble qu'il a quand même un très fort accent. Et après, le niveau de langue, là, je ne saurais pas juger. Je ne sais pas si tu as des échos là-dessus. En fait, moi, j'ai des échos, bien évidemment, là-dessus, puisque je me suis intéressé à sa personnalité. Donc, lui, il a eu de la chance parce que il a travaillé non pas dans l'appareil central de l'espionnage ou de contre-espionnage de la représentation du KGB, qui était dans les environs de Berlin, à Karlskopf. Et il a été envoyé à Dresde. Et à Dresde, ils étaient très peu, en fait, dans le groupe qui était là-bas. Ils étaient 5. Il Mhm. habitait dans l'immeuble de la Stasi. Il travaillait en réalité dans le bain linguistique. Ça veut dire qu'ils étaient lâchés dans la nature. Il n'avait que les Allemands autour d'eux. Bon, après, dans la Stasi, il y avait des gens qui parlaient russe. Hein. Et à l'université de Dresde, il y avait aussi des gens qui parlaient russe parce que la Russie, enfin l'Union soviétique représentait à cette époque un grand idéal. Et donc, apprendre russe à cette époque-là, c'était considéré comme très bien. Et je crois qu'en RDA, enfin dans les pays socialistes, la langue étrangère, tiens, c'est assez intéressant parce que je crois que la première langue étrangère qu'on apprenait, c'était le russe. Et c'était imposé par le grand frère. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on Soviétique, retrouve ouais. même actuellement dans ma génération et jusque la tienne, les gens qui parlent encore russe ou qui comprennent encore le russe. Et c'est uniquement les jeunes de maintenant que eux apprennent le français, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, etc., et pas le russe. Et donc lui, Mhm, ouais. il parlait pas si mal l'allemand. Il a une bonne locution, un allemand, parce que en réalité, l'allemand, tu sais ce qu'il sauve, c'est que l'Allemagne est un pays régional. Et donc, c'est un pays de Länders. Généralement. Ouais. Et donc, il y a plusieurs accents en allemand. Il y a il y a plusieurs façons de parler. Et en réalité, dans le nord de l'Allemagne, on peut trouver presque sa façon de parler. Donc, on peut le Mhm. prendre même pour un allemand natif, parce que tout simplement, il y a des endroits dans lesquels on parle avec un accent bizarre, en fait. Et ça paraît bizarre. Si vous parlez l'allemand de Bavière, ça va être très Mhm. bizarrement vu au nord de l'Allemagne et vice-versa. Et donc, Oui. c'est ça. Mais j'ai l'impression, en fait, que lui, il a perdu, enfin, les langues étrangères, ça, on peut le dire aussi à nos spectateurs, les langues étrangères, c'est comme le sport. Pour les bien parler, il faut d'abord et avant tout les pratiquer tout le temps. Ça veut dire que si vous ne faites pas de sport, bah, vous perdez. Vos muscles s'affaiblissent, etc., etc. Et donc, c'est la même chose pour les langues. Ça veut dire que si vous pratiquez pas la langue, même votre langue maternelle, toi, tes professeurs, Oui, tu le sais sûr. très, très bien que
par exemple, tu enseignes, donc tu pratiques d'une manière active devant tes élèves la langue française, donc tu as une facilité, même en ta langue principale, de parler beaucoup mieux qu'un français moyen. Parce qu'un français moyen qui, lui, ne parle pas, il y a un vocabulaire qui se rétrécit. En plus, dans tes cours, tu utilises aussi un vocabulaire historique qui est très particulier. Tu racontes des histoires, les grandes histoires. Donc, ton vocabulaire est 3 fois, 4 fois plus riche qu'un vocabulaire d'un français moyen. Et ça, c'est la même chose pour n'importe quelle langue. Les langues étrangères, c'est la même chose. Et donc, Poutine, Et donc, ouais. Mhm. comme il a perdu cette pratique, il la pratique plus. Ouais. Donc je crois que maintenant il est arrivé au point où quand ils se sont rencontrés les 10 dernières années, quand ils se sont rencontrés avec les Allemands, il n'arrivait même plus à formuler, il formulait quelques petites phrases à droite à gauche, Ouais. mais il n'arrivait plus à s'exprimer. Et donc la chose la plus réussie qu'il a faite, c'est prononcer le discours, mais parce que le discours c'est un texte écrit, Il est donc c'est écrit, beaucoup. bien C'est sûr. beaucoup plus facile de lire un texte, de prononcer un texte que tu as devant tes yeux. Mais quand il a prononcé son premier discours au Bundestag, ça a fait un effet extraordinaire. Parce que, bien évidemment, même si on sentait que c'était un étranger qui parlait, les Allemands, quand même, ont énormément apprécié. Et d'ailleurs, on comprend qu'il a une relation très particulière. D'ailleurs, il faut bien le dire, on dit que Poutine déteste l'Occident. C'est faux. Poutine adore l'Occident. Poutine aurait voulu être un espion illégal envoyé en Allemagne. Il aurait voulu devenir le Stirlitz, le fameux Stirlitz de 17 moments de printemps de Semenov. C'est ce James Bond soviétique qui a vécu comme un Allemand en Allemagne. Et c'est justement parce que Poutine n'a pas réussi à avoir cette carrière d'espion illégal qu'il a une rancune, mais en même temps, il adorait. Et en fait, son discours anti-occidental, c'est en quelque sorte un complexe qu'il montre psychologique parce que justement, on lui a pas permis, la vie ne lui a pas permis de réaliser ce rêve. D'ailleurs, il n'a pas, quand il a un discours anti-occidental, le plus souvent ceux qui sont visés, ce sont, comme il les appelle, les anglo-saxons, hein, les Britanniques et les Américains. Donc là, ça renvoie à l'anti-américanisme ou à la britannophobie traditionnelle en Russie qui est très ancienne, mais je ne l'ai jamais entendu dire du mal de l'Allemagne, pas avoir un discours germanophobe, malgré l'arrêt de la production des gazoducs, là, donc, n'est-ce pas, Nord Stream 2, etc. Bon, je pense qu'on a pas mal discuté sur cette question. Il y a peut-être une question qu'on pourrait encore aborder, puisqu'on parle des effets de la guerre sur une langue. Après 1945, beaucoup de personnes ont refusé d'apprendre l'allemand. Il y a eu beaucoup de juifs, bien sûr, pour des raisons que l'on comprend aisément, qui ont refusé d'apprendre l'allemand, eux, et qui l'ont interdit à leurs enfants aussi. Voilà. On a un phénomène similaire qui se produit aujourd'hui en Ukraine, hein. Beaucoup de jeunes Ukrainiens rejettent le russe, la langue russe, et des gens que j'ai rencontrés qui sont en France, des réfugiés notamment, avec qui instinctivement je me suis mis à parler russe, n'étant pas ukrainophone, hein. Parce que je sais qu'ils ont tous appris ou entendu, ils comprennent le russe. Et j'ai rencontré ce problème une fois aussi aux archives. Quand je suis allé travailler aux archives, c'était en 2014, donc c'était après l'annexion de la Crimée, je suis allé à Kiev et dans les archives, on m'a pris pour un Russe et j'ai senti tout de suite vraiment un mur, un blocage, quoi. Là, je me suis mis à parler anglais, français et comme les gens face à moi connaissaient mal l'anglais et le français, ils sont revenus au russe. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Bon, tout ça pour dire, c'est ce Moi, rejet du russe. Moi, j'ai pas Ouais. senti, ce rejet. Effectivement, on m'a raconté aussi. J'ai des amis à Paris qui ont des amis ukrainiens, et donc ils évitent de nous mettre ensemble dans les soirées. Mais ça, je ne comprends pas du tout parce qu'en fait, moi, j'ai un contact extraordinaire avec mes amis ukrainiens. Ça se passe très très bien. Ils savent très très bien mes positions. Ils savent très très bien ce que je pense sur la guerre. Je l'ai écrit dans mes livres. Je le pratique tous les jours sur les plateaux télé. Donc, ils savent très très bien.
bien. Maintenant, je suis très souvent invité sur les chaînes YouTube ukrainiennes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils me disent, est-ce que vous comprenez l'ukrainien? Et je dis oui, j'arrive à comprendre l'ukrainien. J'arrive pas à parler. Et donc, on fait quelque chose d'assez particulier. Ils me posent les questions en ukrainien. Et moi, je leur réponds en russe. Et donc, ça se passe très, très bien comme ça. Oui, oui, tout à fait. Donc moi, ce que je voudrais faire pour terminer, c'est lancer une sorte de plaidoyer pour continuer l'apprentissage du russe, et notamment du russe en France. Le russe en France, c'est une longue histoire, n'est-ce pas, qui remonte à la fin du 19e siècle avec les traités d'amitié qui ont été signés entre la France et la Russie. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même une vraie histoire d'échange culturel et de dialogue culturel qui existe depuis très longtemps et qui transcende la dimension politique, souvent difficile. Hein. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que Poutine, l'histoire du russe ne se résume pas à Poutine, ne se résume pas aux dirigeants politiques, souvent des criminels, hein, en l'occurrence de guerre. Et l'apprentissage du russe reste valide et reste très intéressant, professionnellement parlant, culturellement parlant, pour plein de raisons. Voilà, donc à ceux qui nous regardent et qui seraient tentés par l'apprentissage du russe, je dis oui, il faut vous lancer là-dedans parce que la Russie, ce n'est pas que Poutine, ce n'est pas que la guerre, c'est bien sûr la guerre, il faut en parler, il faut parler des crimes russes, il ne faut pas les taire, mais c'est aussi une longue histoire culturelle qui doit être connue et qu'il faut, à mon avis, qu'on ne peut connaître que par l'apprentissage du russe. Voilà, donc je terminerai sur ce plaidoyer, je ne sais pas si ce que tu en penses, je pense que tu ne seras pas en désaccord avec moi. Non, je ne suis pas en désaccord avec toi, je te soutiens pleinement. Bien évidemment, je voudrais rajouter aussi que le russe, c'est aussi la littérature, c'est aussi la poésie, c'est aussi la musique, c'est aussi le théâtre, c'est aussi la peinture, c'est aussi beaucoup d'art. Et donc, bien évidemment, ça fait partie de l'héritage culturel mondial. Et bien évidemment, ce ne sera pas perdu pour les gens qui apprennent le russe, tout en sachant que le russe, c'est une langue un peu compliquée au niveau grammatical, puisque c'est complètement différent par rapport au français, mais de ça, on parlera peut-être une autre Une fois. autre fois, bien sûr. Merci beaucoup, André, de cette conversation qui était super intéressante déjà pour moi. Je ne sais pas ce qu'en penseront nos spectateurs, mais d'habitude, quand il y a quelque chose qui nous plaît à toi et à moi, ça plaît aussi à nos téléspectateurs parce qu'ils sentent un intérêt et un échange qui est très amical et très chaleureux. Merci. Tout à fait. Merci à toi.